Bonjour tout le monde, aujourd'hui on est content de vous présenter un projet qui est complètement innovant parce que le jardin forêt, vous le savez, peut se mettre en place dans plein de paysages différents. Le point de départ, ça peut être un pré, ça peut être une friche, ça peut être un espace urbain, ça peut être aussi un verger qu'on va densifier en forêt nourricière, mais le point de départ nouveau, ça peut être aussi à partir d'une forêt. Et donc là on se situe sur la commune de Fayet-le-Château, dans le Puy-de-Dôme, et on est sur une petite parcelle, un boisement qui n'est pas très ancien en fait, qui est à peu près sur 2000 m². Et dans les années 50, quand on remonte les calques de géoportail, on se rend compte que c'était en fait un pré qui était abandonné avec la déprise agricole. Et on a tout en périphérie encore des vieilles trognes de tilleuls qui avaient ensemencé la parcelle en jeunes tilleuls, et on a aussi un boisement où il y avait des frênes qui étaient dépérissants et des châtaigniers de la même manière. Donc l'hypothèse de travail, elle est complètement nouvelle, c'est comment à partir d'une forêt on va produire de la nourriture, on va avoir des calories alimentaires à partir d'un espace boisé. Du coup, le point de départ d'une forêt, ça questionne beaucoup de fondamentaux culturels, parce qu'en fait, on est préparé pour gérer les espaces d'une façon toujours contrôlée, programmée, cloisonnée. Alors d'un côté, on va avoir ce qu'on appelle la gerre, la guerre, c'est la gestion des espaces ouverts, des grands champs cultivés à l'infini pour une production d'un seul produit, généralement le grain. Et à côté de ça, on a les espaces de silva, la forêt. On s'en sert pour quoi actuellement de la forêt? Faire du bois de chauffage, du bois de construction, se promener aussi éventuellement le week-end, et puis faire de la chasse. Et la seule cueillette qu'on va encore faire, c'est surtout plutôt des champignons. Dans cette logique qui est nouvelle mais qui est millénaire sous les tropiques, la logique de l'hortus, ça va être complètement différent. On va assembler justement différentes techniques, alors de maraîchage, d'arboriculture, de foresterie, de paysagisme au sein de la même parcelle, et on va pouvoir transformer ces forêts justement, les accompagner aussi dans le changement, parce qu'on voit des dépérissements absolument partout en France. On accompagne l'évolution de la forêt pour la rendre nourricière pour nous, et puis être toujours un site vraiment d'hébergement de toutes sortes de formes de vie, et puis qu'elle puisse encore continuer aussi à jouer ces grands rôles écologiques de séquestration de carbone, de gestion aussi des flux d'eau, et puis de vitalité, vitalité des sols. Alors, comme dans tout projet, ce qu'on va faire au départ, ça va être un inventaire de parcelles, parce qu'on se rend compte, alors là, dans la commune de Fayet-le-Château, il y a plein de ressources de plantes déjà sauvages qu'on va pouvoir consommer, mais comme partout ailleurs en France, là par exemple, sur ce petit muret, on va retrouver la fougère réglisse. Alors pour ceux et celles qui connaissent, ça va être le rhizome qui va se consommer, qui a vraiment un fort goût réglissé. C'est quelque chose qui est aussi de plus en plus utilisé par des chefs. On continue le petit inventaire des choses qui vont pouvoir aussi se consommer. Là on voit des tapis comme ça de pulmonaire officinale. Alors ça, c'est une plante qu'on va manger en petite quantité, exactement comme la consoude, avec qui elle est proche parente. Et on va voir ce goût un petit peu de sol, de poisson qu'on va pouvoir retrouver quand on fait cuire le feuillage. Alors, il y a d'autres plantes qui vont se consommer. Il y a les tilleuls, comme je vous disais au début de la vidéo. Alors ça va être le feuillage qui va vraiment être utilisé, d'autant plus que certains arbres qui étaient en quantité ont été trognés. Et on va pouvoir comme ça avoir une cépée qui va se former, un taillis en fait de tilleul, et on va venir directement faire des prélèvements d'une façon confortable à hauteur d'humain. Alors il y a plein de choses qui se mangent et plein de ressources. On voit aussi là par exemple du lamier jaune qui commence à coloniser le sous-bois, et il y a aussi des choses qui sont présentes et qui sont vénéneuses. On le voit ici par exemple, les lébores fétides. Donc cette idée, c'est on fait une forêt qui se mange, mais ça ne veut pas dire que tout se mange dans la forêt. Donc il faut être encore une fois bien vigilant, avoir une identification parfaite des végétaux, et faire attention évidemment à qu'il n'y ait pas d'empoisonnement. Et ouais, là, qu'est-ce qu'on a trouvé en fait il y a un an quand on est venu voir la parcelle pour la première fois? Des orchidées.
orchidée terrestre évidemment dans nos climats. Là c'est l'orchis mâle. Alors c'est une plante, si on avait continué en fait à laisser le boisement se refermer, elle aurait fini par disparaître. Et en continuant à maintenir des zones qui vont être ouvertes, qui vont être ensoleillées, lumineuses, on va pouvoir permettre à l'espèce de se maintenir et de se multiplier. Donc on voit en plus la beauté du végétal. Alors des orchidées qui sont de plus en plus quand même rares, qu'il est vraiment important aussi de préserver. Pour la petite histoire, on consommait jadis les tubercules de certaines orchidées. Alors voilà, on ne le fait pas évidemment parce qu'elles sont de plus en plus rares et il faut vraiment les protéger. Donc les projets de mise en place de jardins-forêts vont aussi respecter les espèces qui sont en place, alors que ce soit de la flore ou évidemment aussi la faune. On va être précautionneux par exemple par rapport à la présence d'un batracien, d'une salamandre, d'un triton, d'un crapaud ou de telle ou telle autre espèce de reptile, d'oiseaux, etc. On parlait justement du fait de réouvrir en partie des secteurs de ce petit boisement et à ce moment-là, toute cette ressource en bois qui a éventuellement été coupée va servir à plusieurs fins. Alors notamment les copeaux de bois, comme on le voit là, vont servir aussi de paillage pour certaines plantations. On va pouvoir aussi créer une scénographie directement, donc mettre aussi en spectacle, en une certaine perspective en fait, le jardin, les sentiers. Et puis on va aussi s'en servir pour de la culture de champignons. Donc on va ensemencer sur certains billots de bois, on va faire de la culture de pleurotes par exemple. Là, en l'occurrence, sur 2000 m², sur certaines petites parcelles, on peut avoir plein de micro-milieux qui sont totalement différents. Alors on le voit en bas de la parcelle, on a un ruisseau comme ça qui court et donc une zone qui est potentiellement inondable, un sol qui est humide, qui va rester frais longtemps et puis surtout une montée d'eau qui peut être comme ça soudaine, brutale. Certains végétaux ont l'habitude de pousser dans ce type de milieu, ils vont être productifs, nourriciers directement pour nous. Alors c'est le cas notamment des noisetiers. En l'occurrence, on va planter des noisettes de belle taille, des variétés vraiment sélectionnées. Et puis en périphérie, on va mettre aussi des plantes herbacées comme de l'hélianthie par exemple, de l'ail des ours, de l'hydrophile ou aussi de la coriandre des bois, toutes sortes de plantes comme ça qui vont évoluer dans ce milieu qui peut être inondé à un moment donné. Quand on s'élève, quand on grimpe comme ça dans la parcelle, on va vite se retrouver dans une ombre sèche, un milieu totalement différent. Alors là, donc, on a remonté la parcelle, on est dans un autre contexte, dans une terre qui est très drainée, dans une ombre sèche. Alors on ne le voit pas forcément là, évidemment, parce que les arbres ont perdu leurs feuilles, on est en plein hiver, mais on va pouvoir faire des plantations qui vont nous nourrir aussi dans ce contexte-là. Alors soit des plantations d'herbacées, alors ça peut être de la primevera cole, par exemple, dont on va manger les feuilles en salade. Ça peut être aussi la version pérenne de la monnaie du pape, ou qu'on appelle aussi la lunaire, c'est Lunaria rediviva. C'est la lunaire vivace, donc on va faire aussi de la cueillette sur la plante. Ça peut aussi concerner évidemment aussi des arbres. Alors les arbres comme Castanopsis cuspidata, alors il n'a même pas de nom français, mais botaniquement parlant, c'est un intermédiaire un petit peu entre les chênes et les châtaigniers, et la fructification va se consommer en fait de la même façon. On va avoir un léger traitement derrière et puis récupérer un fruit qui va donner beaucoup de farine, une ressource comme ça amidonnée. Évidemment, on est en altitude, donc on va avoir une réflexion aussi sur les espèces qui sont introduites, voire les variétés. Alors, on a envie d'une production affaillée de kaki, donc on ne va pas introduire Diospyros kaki, le kaki asiatique qui aime bien quand même une certaine température, qui n'aime pas des grands moments de froid l'hiver. Alors, on va utiliser son cousin américain, Diospyros virginiana, le plaque minier de Virginie, ou ses hybrides, et on a des sélections fruitières dans l'espèce, plein de variétés différentes qui vont permettre une production en altitude de kaki. Au niveau de l'usage du carbone, on pourrait se dire on a coupé certains arbres, mais c'est intéressant aussi justement comme on le disait sur l'évolution de la forêt parce qu'on maintient des zones qui vont être ouvertes. On verra tout à l'heure aussi ce qui va être une clairière potagère. Mais ça va nous permettre aussi de produire en local des ressources en fait qu'on fait venir actuellement de l'autre bout de la planète. Alors ici c'est typiquement la zone parfaite pour implanter des aziminiers,
ces arbres qui font des sortes de mangues. Et ici, comme on est en altitude, on va prendre des variétés qui sont précoces, donc qui vont faire des fruits assez tôt dans la saison, même si l'été est relativement frais. Et on va utiliser par exemple la variété Shenandoah ou la variété Davis. On sera dans la clairière, dans la future clairière potagère. On va retravailler un petit peu le sol, alors pour éliminer notamment évidemment les racines, permettre l'implantation de légumes parce qu'en fait ils vont avoir du soleil absolument toute la journée, hormis en fin d'après-midi, donc ce qui va être appréciable aussi pour la plupart d'entre eux. Et on est en altitude, alors notamment on va utiliser la courge de Siam qui a été domestiquée dans les Andes et qui est une courge qui va pousser même dans les nuits fraîches sans aucun problème. Il y aura aussi de la poire de terre, il y aura de l'amarante qui est un très bon légume, du chou perpétuel. Et d'une façon historique, était planté ici du chanvre pour différents usages. Donc l'idée c'est aussi de réintroduire ces cultures qui sont très prometteuses. Le chanvre qui va être une plante textile, mais aussi une plante pour faire des tisanes. Et puis évidemment la ressource en graines qui est un aliment de premier ordre, avec sa richesse notamment en protéines et puis aussi en acides gras différents composés. Oui, c'est ce qu'on fait en général, hein. On plante pour que tout soit détruit derrière. Non, ça c'était de l'humour. En fait, ce que tu vois, ce qu'on a utilisé, c'est la chaux, en fait, pour matérialiser ce qui va être en fait des petites clôtures, alors qui peuvent être différentes. Ça peut être aussi à partir de plessis, par exemple. On peut utiliser aussi les ronces si elles sont déjà présentes. Mais on va faire une loge de protection pour certains sujets qui vont être sinon trop appétissants, évidemment, pour les herbivores. Alors c'est le cas ici pour les baies de mai. On va faire les plantations à partir de demain. Et puis derrière, une clôture sera implantée. Et ce qui n'empêchera pas, elle sera une clôture quand même relativement basse, on pourra passer et puis faire la cueillette comme ça des petits fruits. Donc à chaque fois, si la plante nécessite une protection, elle sera protégée soit en lot, comme ça une protection un peu collective des végétaux, soit une protection individuelle, en l'occurrence arbre par arbre. Quelque chose qui est aussi important, c'est qu'on ne va pas faire que de la plantation, mais on va faire aussi du semis direct, comme le vivant le crée, hein. La forêt se régénère naturellement évidemment par semis, donc on va faire ce choix-là pour certaines espèces, quand on a aussi des graines de parents sélectionnés. Alors ça va être le cas par exemple pour des châtaigniers résistants aux maladies, on va venir directement implanter la châtaigne par exemple. Ça peut concerner certains arbres producteurs de noix également. Et quand on va faire le choix de vignes qui vont être introduites dans des endroits très ensoleillés de la parcelle, ça va être aussi des vignes qui vont résister au mildiou, à l'oïdium et aussi au phylloxéra. Pour terminer un petit peu cette vidéo, partir d'une forêt, ça ouvre plein de possibilités parce que c'est un espace où on va produire de la nourriture, on va produire des feuilles, des sirops de sève, des produits de la ruche, des graines, des noix, des tubercules également, plein de nourriture. On va aussi continuer à avoir du bois de chauffage, du bois de construction, quelque chose d'esthétique, de beau, qui va aussi préserver l'environnement avec toutes les fonctions qui sont associées, et puis un espace aussi où on va pouvoir se retrouver, un espace communautaire, comme c'est pensé justement sur le projet de Fayet-le-Château, puisque ce jardin dans la forêt, dans cette agroforêt, va être aussi ouvert au public, il va y avoir une composante pédagogique importante pour justement renouer contact, réapprendre les plantes qui nous entourent, comment on peut éventuellement les consommer si elles sont alimentaires, comment on peut aussi profiter pleinement de ces espaces tout en les respectant.